Hello le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la suite de mon histoire. Sur les premières vidéos, vous avez pu voir que je vous ai parlé un petit peu de mon enfance, de mon parcours jusqu'à l'adolescence et ma première histoire d'amour passionnelle et destructrice. Et également, je vous ai parlé de mes parents, de leur enfance et de ce qu'ils ont vécu eux avant ma naissance. Il est temps maintenant que je vous parle du divorce, de leur séparation et de ce que ça a créé en moi. Je crois vraiment qu'on sous-estime à quel point une séparation, un divorce, ça marque un réel avant-après pour un enfant. Et selon l'âge devant lequel on y fait face, je vous l'expliquais, la perception n'est pas du tout la même. Lorsque mes parents ont décidé d'acter le divorce, j'avais 18 ans, j'allais à peine sur mes 19 ans, et ça n'allait plus du tout entre eux depuis mes 15-16 ans à peu près. Franchement, 16 ans, c'est l'âge où tout se construit. C'est vraiment le moment propice où tu as besoin d'un socle solide, où tu as besoin de repères. À cet âge-là, tu as besoin de bases claires, tu as besoin de personnes vers qui te tourner. Et moi, à ce moment-là, je n'avais que mon copain. Celui que j'aimais, qui m'aimait, mais qui m'aimait très mal. Et c'est pas que mes parents n'avaient pas envie d'être là pour moi à ce moment-là, mais ils ne le pouvaient pas. Et en plus, ils ont pensé que c'était mieux pour moi que je ne sois pas dans l'atmosphère de cette maison où tout allait mal finalement. Et ils pensaient tout simplement bien faire en me laissant vivre ma vie d'adolescente loin de tout ça. Et pendant longtemps, j'ai cru que j'allais bien, que tout était normal, que j'avais trouvé un refuge dans sa famille, dans cette nouvelle famille que je m'étais créée. En réalité, c'est ce moment-là où quelque chose s'est réellement brisé à l'intérieur de moi. C'est aussi ce moment-là où j'ai eu profondément besoin de ma maman et où elle n'était pas présente. Et c'est aussi ce moment-là où mon copain de l'époque savait précisément comment faire pour me rappeler que j'étais seule et que malheureusement je n'avais pas de famille pour me soutenir. Il savait me le rappeler dans les moments où ça lui servait à lui. Je ne vais pas rentrer dans le détail de leur intimité et de ce qui fait que ça s'est passé comme ça s'est passé, parce que ça leur appartient. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui s'est passé, c'était vraiment pas là par hasard. Leur séparation, elle pouvait pas être autrement. Après des années et des années à lutter, à se battre, ça pouvait pas leur échapper. Il y avait de la fatigue, il y avait de la douleur, il y avait des incompréhensions, il y avait des rancœurs. Tellement de choses qui se sont accumulées qui n'étaient plus possibles en fait. Et surtout, une mère qui a dû faire des choix parce qu'elle n'avait plus d'autre option. Et un papa qui a subi ce choix alors que c'était pas forcément en accord avec ses valeurs et sa vision de l'amour. À 19 ans, je me rappelle être allée au restaurant avec ma maman et lui avoir posé la question, donc on était en tête à tête toutes les deux, et lui avoir posé la question du pourquoi cette séparation. Et je me rappelle de sa réponse comme si c'était hier. Elle m'a répondu, tu sais, ton père, je l'ai jamais vraiment aimé. Je l'aimais bien, mais je ne l'aimais pas comme il fallait. Et elle avait rajouté à ça, tu comprendras ça peut-être plus tard. Et moi, à 19 ans, ma seule réponse à ça, ça a été pourquoi t'as fait des enfants. Dans ma tête, c'était 24 ans de mariage pour ne jamais l'avoir aimé. Je vous mens pas, j'ai trouvé cette réponse bizarre. Mais j'ai décidé de l'accepter. J'avais pas vraiment d'autre option, j'avais pas d'autre choix. Donc j'ai respecté ce qu'elle me disait et je suis repartie avec tous mes questionnements finalement à l'intérieur de moi. Ils avaient fait des choix qui ont façonné ma manière d'aimer et d'être aimée. Mais en réalité, c'est pas que ces choix-là qui ont fait ça. Je vous le disais dans ma deuxième vidéo, si vous l'avez loupée, je vous invite à aller la revoir. Je vous disais que mes insécurités, elles étaient là bien avant la séparation. Et pourquoi elles étaient là, ces insécurités-là? Par leur décision commune d'être ensemble, sans être allés rechercher qui ils étaient individuellement. Chacun. Et moi et ma sœur, on s'est calqué sur ça. Et c'est totalement ok, parce que ça ne pouvait pas être autrement. Ça ne pouvait pas être fait différemment. Tout ce qu'on a vécu avait lieu d'être. Tout ce qu'on a vécu nous a façonnés. On est passé par un chemin, chacun individuellement,
Nous avons notre propre chemin. Et rappelez-vous, je vous ai parlé de ma foi. Et elle vous apprendra bien plus tard dans les vidéos que rien n'aurait pu être autrement. Et puis il y a les scènes qu'on voit, les choses qu'on entend, celles qu'on aurait préféré ne pas entendre ou ne pas voir. Et encore une fois, est-ce qu'on aurait pu vraiment y échapper? D'une part, je crois réellement qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et d'autre part, je crois réellement au fait qu'on soit incarné ici pour pouvoir vivre et expérimenter des choses. Et je ne crois pas qu'on ait vraiment la main sur certaines choses qu'on est amené à vivre. Je crois que c'est ce qui nous mène à nous façonner, tous et toutes, chacun, individuellement, en fonction de notre parcours de vie, en fonction de nos épreuves de vie. J'en suis convaincue. Mais tout ça, je vous le garde pour d'autres vidéos. Mais oui, les cris, les pleurs de mes parents, les insultes, les moments où ils se perdaient complètement chacun, ces moments-là, je les ai absorbés comme des vérités, bien évidemment. Je me suis mise à croire que l'amour, c'était ça. Tenir, coûte que coûte, même si ça fait mal. Je me disais, c'est peut-être ça, une partie de l'amour. Peut-être que souffrir, ça fait partie du jeu. Le jour où ils ont annoncé leur divorce, c'était la veille d'un jour de cours. Je m'en rappelle très bien. Ma mère nous a appelés, moi et ma sœur, dans sa chambre. Et c'est elle qui nous a annoncé qu'ils avaient pris la décision de divorcer. J'ai ressenti dans mon corps, dans mon cœur et dans ma tête comme si quelque chose s'effondrait. Quelque chose qui s'écroulait, qui se fissurait à l'intérieur de moi. Et je me rappelle que la première pensée que j'ai eue, c'était si eux, ils n'ont pas réussi, comment moi, je vais pouvoir réussir ça? Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais vraiment en termes de ressenti, c'est comme si le sol, il se dérobait sous mes pieds. J'ai perdu toute ma structure, toutes mes références, en fait mon socle, et j'ai eu l'impression de devoir grandir d'un seul coup. De pas avoir le choix que de faire face à quelque chose dont j'étais pas responsable, mais j'avais plus d'autre option que de devoir faire face à ça. Et je me rappelle être allée en cours le lendemain avec les yeux tout gonflés. Je me rappelle de la sensation de mes yeux qui étaient flous parce que j'avais tellement pleuré et ils étaient tellement tout petits que je voyais à peine. J'avais cette sensation de vide, vraiment le vide, le néant. Ma tête et mon corps, ma présence physique, mais ma tête et mon corps complètement ailleurs. J'observais les autres autour de moi avec cette conscience que la vie continuait autour de moi. Je regardais les élèves parler entre eux, discuter, rigoler, et cette sensation de vide à l'intérieur. Vraiment le vide. Il n'y a pas d'autre mot. C'était le vide. Et juste être là. Et rien pouvoir faire. Et quand je vous disais que il y a eu clairement des négligences au niveau de l'école, dans mes premières vidéos, je vous parlais de mon maquillage, que je mettais déjà à outrance à ce moment-là. Et ce jour-là, précisément, je me rappelle aussi m'être fait la remarque que personne, que ce soit dans le corps enseignant, enfin les professeurs ou les gens de la vie scolaire, ou les surveillants, personne n'était venu me voir pour me demander ce qui se passait. Alors que clairement, c'était visible, j'avais pleuré toute la nuit, j'étais pas là, quoi. Il y avait toutes ces questions. Qu'est-ce que je vais devenir? Où est-ce que je vais aller? Est-ce que je vais devoir choisir entre mon père et ma mère? Et surtout, comment je vais survivre à ça? C'est à ce moment-là que quelque chose s'est mis en place en moi, alors que la base était déjà pas très solide. Mais oui, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être aimé, la peur qu'on parte et la peur que tout s'écroule, encore une fois. En parallèle, je vis ma première histoire d'amour et je le comprends pas tout de suite, mais je suis déjà dans le schéma. Il faut qu'il me choisisse, coûte que coûte. Donc pour moi, normal d'avoir mal,
normal de souffrir et normal de rester jusqu'à m'oublier. Et normal que qu'importe ce qu'on vivait, on reste ensemble parce qu'on s'aime. Et vous vous doutez bien qu'à 16 ans, à cet âge-là, j'exprimais avec beaucoup de colère et beaucoup de mépris que moi, je reproduirais pas ça. Donc oui, aujourd'hui, avec du recul, maintenant, aujourd'hui, je sais que cette histoire d'amour-là, c'était pas de l'amour sain, c'était une forme d'amour, mais pas l'amour qu'on devrait rechercher tous et toutes. C'était une étape, en réalité, dans ma vie. Et vous savez, je me rappelle vous allez très vite y venir, des premiers psys que j'ai vus, et de ce psy qui m'a dit pourquoi vous recherchez à jouer ce que votre père a vécu. Et cette phrase, elle était restée un bon moment dans ma tête, parce qu'effectivement, je me mettais dans la même position que lui, par rapport à des choses que j'avais vues. Et dans cette histoire-là, c'est précisément ce que je faisais. Donc c'était déjà, à 16 ans, l'enfant en moi qui cherchait déjà à comprendre l'amour, son fonctionnement, et de façon complètement inconsciente. J'étais finalement quelqu'un qui essayait de sauver quelqu'un d'autre à ce moment-là, comme j'aurais voulu que mes parents soient sauvés. Parce qu'il faut savoir que je trouvais toutes les excuses du monde à l'autre, d'agir comme il agissait et de me faire subir ce qu'il me faisait subir, quoi. Mais sachez qu'on ne répare pas son enfant intérieur en sacrifiant son soi adulte. Malheureusement, je l'ai compris bien trop tard, une fois que la violence était bien installée. Et par la suite, parce que à la suite de cette histoire-là, j'ai vécu le pire. Le vide, la dépression, les médicaments, les hôpitaux, les premiers psys. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment cette histoire-là s'est terminée, jusqu'où elle m'a menée. Et aussi les premiers hôpitaux, les premiers psys, mes premières séances de psy. Et du coup, un petit peu ce que j'en ai retenu, comment je suis tombée doucement dans la dépression et tout ce qu'il y a autour de ça. Donc restez connectés pour les prochaines vidéos. Aujourd'hui, si je vous raconte tout ça, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui se sentent seuls, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, qu'il y en a beaucoup qui portent encore des héritages émotionnels qui ne leur appartiennent pas et qui du coup ne comprennent pas ce paradoxe entre ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils voudraient vivre, pouvoir vivre et dont ils n'arrivent pas à passer le cap. Moi, j'ai traversé toutes ces étapes-là et aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair pour moi. Donc, c'est pour ça que je le fais. C'est avec un grand plaisir et j'espère que ça va vous aider. Là, j'aurais aimé tout comprendre. Et c'est vrai que j'ai eu affaire à des psys qui, au départ, ils n'avaient pas forcément les bonnes méthodes avec moi. Parce qu'il faut savoir que vous avez différents types de psychanalyse et que tous les thérapeutes ne sont pas adaptés à votre profil. Il y a des psys qui vont beaucoup parler, il y a des psys qui vont juste prendre des notes, il y a des psys qui vont vous écouter et qui vont pas forcément répondre, il y a des psys qui vont vous parler, vous répondre, poser des questions. En fait, il y a tellement de professionnels différents et à cette époque-là, je pense que j'étais pas tombée sur les bonnes méthodes en tout cas. Alors oui, à ce stade-là de ma vie, on m'écoutait, je voyais des psys et on m'écoutait, mais j'avais pas le sentiment de comprendre quoi que ce soit. Aujourd'hui, je te le dis et je te le garantis, je te le certifie, 15 ans de thérapie, une volonté de faire et je t'assure que tu peux tout comprendre. Tu peux te réapprendre et surtout, tu dois savoir que tu peux t'en sortir. Mais tu peux pas oublier par contre. Je t'assure que moi, j'ai rien oublié de ma vie. Tout est inscrit en moi. Donc, faut pas nier, faut pas minimiser les faits et il faut surtout pas baisser les bras. Moi, je les ai baissés plus d'une fois tout au long de mon cheminement. Mais n'oubliez pas, j'avais ma foi. On avance en cherchant les réponses, en continuant d'expérimenter, en continuant de tomber. Et oui, tout ça en même temps. J'ai vécu des jours horribles et des jours meilleurs. Des jours où je disais que le psy, ça sert à rien et que tout ce que je fais, ça sert à rien. Oui, ça, je l'ai vécu, comme toi. Alors, je sais que toi, derrière ton écran qui m'écoute, tu es en train de passer par des choses très sombres, peut-être des choses qui te font penser à mon cheminement, à mon parcours.
et je t'encourage à persévérer, à continuer, parce que je t'assure qu'au bout du tunnel, ce que tu vas trouver, c'est pas de la magie, c'est de la lumière, et une lumière qui fait vraiment du bien. Je vais te laisser sur cette vidéo en te lisant quelques lignes que j'ai griffonnées sur quelques pages, parce que je commence à vouloir un petit peu écrire mon histoire. C'est beaucoup de travail, donc j'espère qu'un jour ce sera porteur d'un vrai message pour quelqu'un. J'ai choisi de vous lire un passage de ma vie qui concerne mes 21 ans, moment clé, phare de plein de choses qui se sont passées en moi et qui ont fait devenir la femme que je suis. Je vais vous le lire de la même manière que je l'ai écrit, de façon naturelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous donne envie d'en connaître la suite. Et surtout, je voudrais vous remercier d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et d'être là aujourd'hui pour me suivre, écouter mes conseils et me faire confiance surtout. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour la suite. À 21 ans, je repars vivre chez mon père, qui a emménagé avec ma nouvelle belle-mère. Je suis en dépression et je ne veux plus voir le jour. Je vacille entre jours meilleurs et descente aux enfers. Me nourrir est devenu difficile. Il faut me forcer à tout. À me lever, à me doucher, à manger. Après plusieurs passages à l'hôpital et plusieurs descentes aux enfers, mon père finit par me faire comprendre qu'il faut bien que je retrouve du travail. Alors je finis par en retrouver, à côté de chez lui. Le contact avec ma mère est quasiment inexistant. Il est rompu. Je m'inscris sur un site de rencontre. Je rencontre un homme et je vais vivre les 3 années les plus marquées par le mensonge, la trahison et la déception. Alors que j'ai pris un appartement avec ce nouvel homme sur qui j'ai encore une fois tout misé, que je retrouve un semblant de vie sociale depuis 2 ans, je fais le ménage dans notre appartement et je retrouve un papier. C'est un acte de mariage. Et bien que j'ai décidé de vouloir le comprendre, je découvrirai bien par la suite qu'il avait aussi un enfant caché. Pas de la même personne. Je retrouve mon appartement vidé de tous ses meubles. Je suis avec une personne déséquilibrée. Tentative de suicide, dépression, cachet. Le noir, ma vie est un film. Je me retrouve en maison de repos. Je menace mon entourage d'en finir avec la vie, plusieurs fois. Je reste 3 mois, sous cachet, à réapprendre à vivre, à trouver un rythme. Lorsque je sors, je promets de ne jamais recommencer. Je rentre dans un cercle sans fin de dépendance à la voyance en ligne. Une seule chose me tient en vie. Je sais que je ne vis pas ça pour rien. Et ça, je le comprends.